C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ces élections législatives et locales en Guinée. Le double scrutin est prévu pour le 31 mai. Les partis politiques multiplient les meetings, les caravanes et appellent au vote. Le principal opposant qui s'était retiré du processus a enfin décidé de revenir dans la course. Nous serons à Conakry dans ce journal. Le secteur horticole au Zimbabwe en souffrance. Il est confronté à la hausse des frais de transport et peine à maintenir ses exportations. En cause, la guerre contre l'Iran et le blocus dans le détroit d'Ormuz. Les détails à suivre. Et à la fin de ce journal, on vous emmène dans un endroit paradisiaque au large de Bissau, les îles Bijagos. L'UNESCO a inscrit l'archipel sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Visite guidée avec nos envoyés spéciaux dans un instant. En Guinée, la campagne électorale pour le double scrutin du 31 mai bat son plein. Les partis politiques multiplient les meetings et les caravanes pour mobiliser les électeurs. Le principal opposant qui s'était retiré du processus a enfin décidé de revenir dans la course. On fait le point avec notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Le principal opposant au président Mamadi Doumbouya, Yero Baldé, avait récemment suspendu sa participation au processus électoral, dénonçant plusieurs violations du code électoral et des irrégularités dans l'organisation du scrutin. Mais selon les responsables de sa formation politique, la Cour suprême guinéenne, la plus haute juridiction du pays, a finalement décidé de le rétablir dans ses droits, lui permettant ainsi de reprendre part au processus électoral. On a égrené des points auxquels on s'est senti victime. C'est notamment l'absence de la validation de toutes nos candidatures dans le Grand Conakry. On n'était présent dans aucune commune. Donc quand nos candidats à la base nous remontent une telle information et on vérifie, on trouve que toutes nos candidatures ont été rejetées. Et ça valait le coup de se retirer. On peut vous dire qu'on a été rétabli en nos droits à date. Maintenant, cela n'est pas une condition suffisante pour dire que tout est OK. On reste vigilant. Cette décision relance l'intérêt autour de ce double scrutin dans un climat politique encore marqué par des tensions et des débats autour de la transparence de ces élections. Ce scrutin permettant d'élire 147 membres de l'Assemblée nationale ainsi que 342 maires intervient quelques mois après la présidentielle remportée par Mamadi Doumbouya. Il doit marquer une nouvelle étape du retour à l'ordre constitutionnel après plus de 4 ans de transition. On s'arrête un instant dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda se sont retirés de certaines zones sous la pression diplomatique américaine. L'armée congolaise est intervenue pour en reprendre le contrôle. Il s'agit du plus important changement sur le terrain depuis des mois. La correspondance à Kinshasa d'Emmett Livingstone. Depuis mardi, l'armée congolaise a repris le contrôle de plusieurs localités dans la plaine de Ruzizi, dans la province du Sud Kivu. Les rebelles de l'AFC M23 avaient conquis une grande partie de cette zone en décembre. Mais au cours du week-end et lundi, les rebelles se sont repliés à 30 km aux alentours de la zone de Luvungi, selon plusieurs sources. Un porte-parole de l'armée congolaise indique également que des soldats ont repris le contrôle des zones abandonnées. Cela constitue le plus grand changement concret sur le terrain depuis des mois. Des sources diplomatiques nous expliquent que les rebelles se sont retirés sous la pression des États-Unis qui agissent en tant que médiateurs dans le conflit. Contacté, le département d'État américain a salué un signe positif indiquant que les parties respectent les engagements pris dans le cadre des accords de paix. Alors que les rebelles se sont retirés au Sud Kivu, les violences se poursuivent ailleurs. Ce week-end, une frappe de drone a touché la ville de Mushaki dans la province du Nord Kivu, blessant des dizaines de personnes avec un bilan non confirmé. Le M23 a accusé le gouvernement congolais d'être à l'origine de cette frappe, mais ce dernier n'en a pas revendiqué la responsabilité. Et depuis cette reprise de contrôle par l'armée congolaise, la population commence à revenir, même si certains hésitent encore. Écoutez le coordinateur de la nouvelle société civile congolaise du territoire d'Ouvira. Aujourd'hui, après seulement l'arrivée de la force royale et la présence des autorités aujourd'hui, a fait que la cité soit mobilisée et il y a maintenant des milliers encore qui sont revenus. D'où notre plaidoyer auprès du gouvernement congolais et auprès des partenaires
de venir en aide la population qui n'est pas stable jusqu'à maintenant, parce que certains ont été pillés leurs biens et il y a des maisons qui ont été détruites. Agatha Habyarimana, veuve de l'ancien président rwandais Juvenal Habyarimana, dont le crash de l'avion a déclenché le génocide des Tutsis entre avril et juillet 1994, a décidé de se pourvoir en cassation. Une annonce une semaine après la décision de la Cour d'appel d'annuler le non-lieu favorable à l'ancienne première dame rwandaise. Elle est visée depuis 2007 en France par une information judiciaire pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Alors que la guerre en Iran continue de perturber le commerce mondial, le secteur horticole du Zimbabwe est lui aussi confronté à la hausse des frais de transport et peine à maintenir ses exportations. Laurent Berstécher. Dans cet entrepôt au nord de la capitale zimbabwéenne, des dizaines d'employés trient et sélectionnent d'immenses piles de petits pois. Ces légumes croquants sont principalement destinés à l'export, notamment vers l'Europe. Mais cette année, la flambée des prix liée à la guerre au Moyen-Orient a fait augmenter le coût des transports de près de 50%. L'année dernière, à cette période, on payait environ 2 $ le kilo. Mais cette année, ça nous coûte 3,80 $ le kilo pour exporter vers l'Europe et le Royaume-Uni. Le Zimbabwe est l'un des principaux exportateurs de petits pois vers l'Europe et fournit notamment 60% des importations du Royaume-Uni. Une industrie en plein essor qui s'apprête à essuyer d'énormes pertes en 2026, surtout au niveau des petites et moyennes entreprises comme Kuminda. La société, qui se fournit auprès d'agriculteurs indépendants, est en compétition directe avec des compagnies rivales basées en Égypte, au Kenya ou en Amérique du Sud, des concurrents qui disposent d'une plus grande marge de manœuvre pour absorber cette hausse des prix. Ils disposent de plus d'options de transport et ils sont plus proches de l'Europe. Donc leurs frais sont beaucoup moins élevés que les nôtres. Cela nous impacte. Cela impacte également les agriculteurs, car cette hausse des prix a aussi des conséquences sur leurs revenus. Loin d'être épargnés par la flambée globale des prix du transport et du carburant, les petits agriculteurs pourraient même en être les premières victimes. Le Trésor public sénégalais est victime d'une cyberattaque. Un incident affecte une partie des systèmes informatiques de l'établissement, qui l'a fait savoir à travers un communiqué. Ce type d'attaque est devenu récurrent au Sénégal. Plusieurs autres services de l'État ont été touchés ces derniers mois par des hackers. La correspondance à Dakar d'Eli Mandao. Dans un communiqué lapidaire, la direction de la comptabilité publique et du Trésor parle d'incidents qui a affecté ces systèmes d'information. Depuis le dimanche 10 mai, le Trésor public sénégalais informe que depuis la détection de l'incident, des mesures conservatoires ont été prises pour assurer la continuité de l'activité. Le Sénégal, de plus en plus victime de ce type d'incident informatique. En février dernier, la Direction générale des impôts et domaines et la Direction de l'automatisation des fichiers avaient été victimes de cyberattaques. Pourquoi les hackers ciblent de plus en plus le Sénégal? Je vous propose d'écouter les éclairages de ce spécialiste. Il y a un groupe qui a revendiqué l'attaque et ce groupe-là, aujourd'hui, quand on a fait les enquêtes, ils ont attaqué 6 pays et le Sénégal figure dans les 6 pays. C'est de nouveaux groupes qui viennent, qui veulent peut-être apprendre et qui trouvent le terrain de jeu au niveau du Sénégal. Voilà. Et donc le problème à se poser, ce n'est pas les cyberattaques, mais le problème à se poser, c'est notre capacité à être résilient face aux cyberattaques. L'État n'a pas les moyens d'investir carrément dans la cybersécurité. Ces incidents interviennent dans un contexte où le Sénégal développe plusieurs projets de digitalisation de ses services administratifs à travers un programme dénommé le New Deal technologique. Si la cybersécurité s'inscrit au cœur de la stratégie numérique du Sénégal, la multiplication de ces attaques informatiques inquiète de plus en plus les Sénégalais. C'était un rêve caressé par la Guinée-Bissau depuis des années. Il y a quelques mois, l'UNESCO a enfin inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité l'archipel des Bijagos, 88 îles situées dans l'Atlantique au large de la capitale Bissau. L'archipel abrite notamment la seule colonie d'hippopotames d'eau salée au monde. Nos envoyés spéciales Sarah Sako et Aminatou Diallo se sont rendus sur place. Reportage. Des mangroves à perte de vue.
sur une île isolée du continent. Dans le parc national d'Orango vit une faune exceptionnelle, dont une espèce endémique, l'hippopotame marin. Une vingtaine de spécimens se prélassent dans ce lagon. Ces hippopotames qui sont devant vous, c'est la seule espèce au monde qui vit à la fois dans l'eau salée et dans l'eau douce. On les trouve uniquement ici, dans l'île d'Orango Grande. Orango Grande, la plus grande île de l'archipel, est un paradis pour ces touristes portugaises. Les plages de sable blanche, l'eau très chaude, c'est très relaxant, très joli, très vert. Seule une poignée d'îles sont habitées sur les 88 que compte l'archipel. Les villages sont sous l'autorité de reines qui détiennent tous les pouvoirs. La plus ancienne vit à Enen, sur l'île de Boubac, et perpétue les traditions animistes du peuple bijagos. C'est mon village, c'est moi la reine qui amène tout le monde au bois sacré. C'est mon travail, je conduis les cérémonies pour attirer le bien sur le village. Aucun garçon ne met les pieds au bois sacré, c'est réservé uniquement aux femmes initiées. Une douzaine d'hôteliers répartis sur l'archipel accueillent des touristes qui viennent pour la pêche sportive ou l'écotourisme, comme ici sur l'île de Ruban. Ces opérateurs économiques espèrent que l'inscription au patrimoine mondial de l'humanité va faire connaître cette destination encore très confidentielle, tout en préservant ce site exceptionnel. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Khalid Oussi, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Il y a une énergie communicative que vous ne trouverez pas ailleurs, un peu comme à San Francisco. Soit vous êtes l'employé d'une start-up, soit vous tentez de monter votre propre business. Bangalore, la Silicon Valley de l'Inde. En 25 ans, la mégapole est devenue un géant de la tech. Course à l'intelligence artificielle, bouleversement du travail, mais aussi explosion urbaine et pression sur l'environnement. Nous avons reçu un email de la direction qui annonçait que l'IA allait être totalement intégrée au sein de l'entreprise et que du coup, il n'avait plus besoin d'avoir autant de salariés. Qu'il s'agisse de lacs, de cours d'eau ou même de pâturage, les promoteurs ont tout pris pour bâtir des tours résidentielles, des appartements, des villas, des hôtels, sans compter les usines, les industries ou encore ces immenses technopoles. Bangalore, ombre et lumière de la tech indienne, à voir sur France 24.